Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes avec M. Siré Balé Diallo, le président de l'antenne régionale de SOS Consommateurs, nouvellement élu secrétaire général national du mouvement SOS Consommateurs. Déjà, nous vous félicitons pour cette nouvelle distinction. M. Siré Balé Diallo, bonjour. Bonjour mon cher, c'est vraiment heureux de vous retrouver encore parce que j'ai toujours loué votre professionnalisme. Parce que c'est ça qui fait le grand métier du journaliste. Ouais. Merci. Voilà, nous allons plonger dans le vif du sujet. Vous avez été convié au Palais lors des concertations nationales sur la lutte contre la vie chère. Ouais. Nous allons d'abord parler du format qui a été mis sur place. Comment vous trouvez le format de ces concertations-là? Bien, merci. Nous avons été effectivement conviés le 26 septembre dernier. Moi, en qualité de vice-président, j'ai représenté M. Massokhna Kane, notre président national. Parce qu'il était question au début de ne pas y aller. Parce que le format n'était pas du tout convenable à nos yeux. Parce que je ne sais pas pourquoi les autorités sont empressées à mettre sur place cette commission, mais nous, on a jugé bon qu'il fallait y aller petit à petit. C'était pas la peine de se précipiter. Et nous sommes convaincus que c'est dans cette précipitation-là, les solutions ne seront pas du tout trouvées pour le bien-être des consommateurs. Je m'en veux pour preuve que il y a été convié 26 organisations de consommateurs. Et moi, il y a certaines associations que du tout, je ne reconnais pas. D'abord, il fallait tout simplement convoquer les associations de consommateurs classiques que l'on connaît sur le terrain. Mais il y a parmi ça, bon, je ne peux pas les citer, mais des associations comme Nyolank, si toi aussi tu te sens arnaqué par Orange, victime du net et des réseaux sociaux. Est-ce que ces entités-là sont des associations de consommateurs? Moi, je pèse bien mes mots, ce sont des activistes qui profitent de l'occasion pour peut-être étaler leurs doléances. Mais c'est pas ce qui était important pour les populations. Parce que quand on nous dit nos langues, victimes du net et des réseaux sociaux, les gens ont autre chose en tête. La priorité, c'était la cherté du coût de la vie. Mais ces organismes-là ne pouvaient rien apporter, sinon exposer leurs doléances. Donc nous avions dit qu'il fallait d'abord réunir les associations de consommateurs classiques qui se battent sur le terrain pour apporter des solutions avec les autorités compétentes. Dans un premier temps, convoquer les grossistes, demi-grossistes, peut-être même les industriels, faire des échanges, faire une synthèse, maintenant faire une grosse synthèse et plutôt faire une grande synthèse et maintenant poser les problèmes sur la table pour que l'on puisse trouver des solutions vraiment radicales. Mais la précipitation qui a été faite, ça franchement, on ne se l'explique pas. Parce que bon, nous, en tout cas à Thiès, on avait dit qu'on n'expliquait pas de faire une marche contre la vie chère. On avait même donné un ultimatum au ministre de 45 jours, le nouveau ministre. Parce que nous sommes au courant de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas une association de consommateurs de salon ou de bureau. Nous ne sommes pas des conseillers, entre guillemets, du président de la République. Nous voulons être très proches des populations pour vraiment recueillir leurs doléances, vivre avec elles les réalités du problème et les soumettre à qui de droit pour que l'on puisse trouver des solutions. Chaque jour que Dieu fait, aujourd'hui c'est l'école, demain c'est le transport, un autre jour c'est le ciment, les gens sont totalement déboussolés par la cherté du coût de la vie. Vous l'avez dit, mais si on s'en tient d'abord toujours au format, puisque là, vous avez parlé des invités, ceux qui avaient été conviés dans ces concertations-là. Maintenant, dans le contenu, apparemment, nous, on a eu vent
que toutes les parties prenantes n'ont eu que 3 minutes pour s'adresser au président et adresser leur message. Est-ce que ce timing-là a été suffisant pour vraiment parler de la vie chère? Mais justement, parce que nous, au niveau des SOS consommateurs, nous attendions à ce que les associations de consommateurs classiques, comme je l'ai dit, se réunissent d'abord. Là, on aurait un large temps de parole. Mais il y avait plus de 100 représentants. Il y avait les associations de consommateurs, il y avait les demi-grossistes, il y avait même le GES, groupement économique social, je ne sais pas, qui n'existe plus, qu'on n'entend plus, qui était présent. Il y avait les deux tendances de l'UNAQUA, les industriels et autres là. Et on avait un temps de parole de 3 minutes. Comment pouvoir s'exprimer et poser les réels problèmes sur la table. Donc c'est cette précipitation-là, nous, qui nous fait problème. Il fallait prendre tout le temps nécessaire de réunir toutes les observations, toutes les critiques, toutes les propositions, de faire une synthèse, une analyse globale, de faire une synthèse, maintenant, de pouvoir les appliquer. Absolument. Mais la manière dont ça s'est passé, nous, au niveau de SOS Consommateurs, nous demeurons convaincus que ce n'est et que ce ne sera que de la poudre aux yeux pour calmer la furie, entre parenthèses, des consommateurs. Dans les boutiques président, dans les stores et autres magasins, on voit que tous les produits ont connu une hausse, le prix de tous les produits naturellement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas laxisme quelque part du côté du ministère du Commerce? Parce que si on s'en tient aux boutiquiers ou aux gérants des tables, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a le problème russo-ukrainien qui influe sur le prix. Mais est-ce que cela suffit à augmenter de manière vraiment considérable le prix des denrées? D'abord, il faudrait que les consommateurs sachent une chose. Il n'y a que 3 produits qui sont homologués, si je peux dire contrôlés, entre guillemets, par l'État. C'est le sucre cristallisé, le riz brisé non parfumé et l'huile en vrac. C'est tout. Tous les autres produits sont en vente libre. Tout dernièrement, c'est le ciment. On a fixé la tonne à 37 700 francs, 3 700 francs, 74 000 francs la tonne et 3 700 francs le sac. Et même là, il y a spéculation. Vous voyez? Donc nous pensons que, d'abord, nous avions dit que l'ancien ministre qui était là, Mme Aminata Assome Diatta, ne pouvait pas du tout régler les problèmes. Et cela m'a fait rejoindre à votre première question. Si on avait vraiment tenu ce fameux conseil de la vie, sur la vie chère à la présidence, tous ces problèmes-là pourraient être listés. Mais vous êtes dans un quartier, vous achetez un produit à 100 francs, vous allez dans une deuxième boutique, on vous le vend à 150 francs. Ça pose problème. Absolument. Ça pose problème. Et comme vous avez si bien dit, les gens ont toujours tendance à évoquer la guerre de l'Ukraine, le cours mondial. Non, moi je dis et je répète encore que nous sommes rattrapés par le temps. Je donne l'exemple de l'huile. Moi, personnellement, j'ai eu à poser la question à Monsieur le Président de la République pour lui dire que c'est inadmissible que dans un pays qui soit producteur d'arachide, que l'on soit amené à importer de l'huile, alors que l'huile d'arachide est de bien meilleure qualité que toutes les huiles que nous importons. Qu'est-ce qu'il me répond? Il faudrait au moins presser 3 kilos, ensuite un autre a rectifié pour dire 3,5 kg. Il a dit oui, 3,5 kg pour avoir 1 litre d'huile. Moi, j'ai dit non. Pourquoi l'ancien régime socialiste avait réussi à asseoir la Sonacos? Et avec lui, on avait beaucoup de dérivés, comme l'aliment de bétail, le savon, etc., etc. On n'a pas dit la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il suffit tout simplement de presser l'huile de palme, comme il a dit exactement, de presser. Ça, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse sérieuse, et je pèse bien mes mots. Le Sénégal produit de l'arachide, mais toutefois, l'huile demeure encore beaucoup plus chère au Sénégal que les pays limitrophes. Mais avec le régime socialiste, ils avaient réussi. Pourquoi avec ce régime-là, on a échoué? Nous ne sommes pas amnésiques.
C'est l'ancien régime Abdoulaye Wade qui a fait fermer la Sonacos. Au détriment de qui? Des consommateurs et des travailleurs. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que nous sommes rattrapés par le temps. Parce que si on avait ressuscité ces usines-là, peut-être qu'on aurait importé de l'huile, mais pas en grande quantité. Et d'ailleurs, certains nutritionnistes disent que l'huile de palme n'est pas très bien conseillée pour certaines personnes d'un certain âge. Parce qu'avec forte consommation, si vous avez certaines comorbidités, ça risque d'apporter des problèmes d'hypertension, des problèmes de santé. Mais pourquoi les Chinois viennent nous acheter le kilo d'arachide à 300 francs pour les amener chez eux? Parce qu'ils trouvent que dans l'arachide, on peut avoir énormément de dérivés. Monsieur le Président de la République, je lui dois un respect, mais sa réponse vraiment ne m'a pas du tout satisfaite. Et si on avait un deuxième temps de parole, moi je lui aurais reposé cette question-là. Pourquoi lui, il a échoué là où le régime socialiste, qui avait bien moins de moyens que le régime actuel, il y a un problème. C'est comme avec le riz. On lui dit que on a un stock de 6 mois. Peut-être d'ici à février 2023, il y aura rupture de stock. Et maintenant, on nous dit qu'on va se rabattre sur le riz paddy de la vallée. Qui avait dit qu'en 2017, on serait autosuffisant en riz? Mais c'est lui, Monsieur le Président de la République. Et si on est amené à importer du riz, et encore là, de bien moindre qualité, parce que beaucoup de gens trouvent que l'huile de la vallée est bien plus digeste que le riz que nous importons. Si depuis 2017 jusqu'à 2022, on était suffisant en riz, peut-être qu'on aurait besoin d'exporter du riz, mais en quantité moindre. La preuve, il y a l'oignon. On produit de l'oignon au Sénégal. À peu près 500 000 tonnes de production. On consomme les 300 000 tonnes. Et les 200 000 tonnes pourrissent. On est obligé d'exporter encore de l'oignon ou même des pommes de terre. À qui la faute, Président? J'ai envie de vous dire à qui la faute. Quand vous me parlez de la question du riz de la vallée et du problème de l'oignon qui pourrit, je dirais à qui la faute? Mais la faute à nos gouvernants. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de mettre des slogans autosuffisance, autosuffisance. Il faut mettre les moyens nécessaires. Mais est-ce que les populations également approuvent le consommer local? Mais il faut amener les populations à consommer local. Moi, c'est ça que j'appelle le vrai patriotisme. Non seulement tu mangeras sain, mais tu participeras au développement économique de notre pays. Tous les pays riverains consomment local. Peut-être ils importent, mais pas en quantité comme on le fait au Sénégal. J'ai pris tantôt l'exemple de l'oignon, mais il est inadmissible que nous voyons 200 000 tonnes pourrir, alors qu'on devait tout simplement peut-être se baser sur l'expertise marocaine au Maroc. Mais le kilo d'oignon à son prix maximum est à 150 francs CFA. Parce qu'il y a des experts, ils ont mis les moyens matériels et financiers nécessaires pour faire un bon magasin de stockage frigorifique pour entreposer les produits. Et je vous dis une chose, pour vous rejoindre tout à l'heure. Et si la guerre de l'Ukraine perdurait, qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut se poser la question. Et d'ailleurs, c'est pas encore, comme on dit, le bout du tunnel. Donc, si on a tendance à nous dire que la grève de l'Ukraine, l'impact du cours mondial, etc., je dis encore et je répète que nous serons rattrapés par le temps et au détriment des consommateurs. Il faut consommer local, obliger les populations à consommer local. Mais ce n'est pas le cas. Mais également travailler à être autosuffisant. Nous avons un régime, et je répète toujours ce que M. le Président de la République avait dit lors de ces campagnes. On n'est pas amnésique. On a fait pratiquement plus de 30 ans de politique qu'on a mis de côté. Il avait dit que si nous voyons que les prix des denrées augmentent, c'est parce que le régime précédent de Maître Abdoulaye Wade ne vivait que de taxes. Et que lui, s'il venait, s'il a été élu,
il amoindrit les taxes pour que les populations, les consommateurs puissent vivre. C'est tout à fait l'effet inverse qui se produit. Nous avons un régime qui ne vit que de taxes à l'importation comme à l'exportation. Ce sont les conséquences que nous avons actuellement. C'est pas autre chose. Voilà, Président, l'association SOS Consommateurs est transversale. Vous parlez de beaucoup de choses et c'est les consomméristes qui vous doivent ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. L'école a ouvert ses portes. On voit que les problèmes démarrent, surtout avec les inscriptions, le prix des inscriptions. On a même lu un communiqué de l'UNAPES qui fait état, ou bien qui met en garde les comités de gestion par rapport donc aux inscriptions, disant même que les élèves peuvent démarrer donc les classes jusqu'au mois de décembre pour pouvoir s'inscrire s'ils n'ont pas les moyens. Alors vous, aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à l'école, puisqu'on a déjà beaucoup de problèmes dans l'école au Sénégal? Bien. Voyez-vous, dans la charte mondiale du consommateur, je dis bien dans la charte mondiale du consommateur, il est bien dit que le consommateur a le droit à la satisfaction des besoins vitaux. Ça signifie le droit à l'accès à une nourriture adéquate, à un habillement confortable, au logement, aux soins de santé, à l'hygiène et à l'éducation. Donc le problème de l'éducation nous tient à cœur. Nous avons toujours alerté pour dire que, parce que moi je suis enseignant de profession, j'ai fait 37 ans de métier après ma sortie de l'école normale. Donc c'est une situation que je maîtrise parfaitement bien. Voyez-vous, un établissement scolaire du moyen secondaire qui vous fait un minimum de 500 élèves, on plafonne les inscriptions à 10 000 francs. Ça fait banalement une somme de 5 millions de francs CFA. Et jamais vous n'entendrez un principal ou un proviseur de lycée faire un bilan à l'ouverture et en fin d'année. Parce que d'habitude, les comités de gestion se résument par une ou deux, trois personnes. C'est le parent d'élève, le président de l'APE et son adjoint. Et c'est là où commencent les surfacturations. Une simple porte qui devait se faire à 5 000 francs, on le surfacture à 15 000 francs. Je sais très bien ce dont je parle. Je dis tantôt que c'est un milieu que je connais très bien pour y avoir exercé plus de 37 ans. Mais quand on parle maintenant du coût de la vie élevé et qu'on impose à un enfant un taux de 10 000 francs, mais c'est inacceptable. Parce que 80% des parents d'élèves sont de l'informel. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de pension. Ils comptent sur leur petit métier pour peut-être joindre les deux bouts. Quand on ne parvient pas à asseoir les 3 repas chez soi, on ne peut pas assurer une inscription à 10 000 francs. C'est inadmissible. Et là, nous avons demandé, parce que justement, l'UNAPES nous a désigné président d'honneur. M. Massohnakan. Donc, on travaille avec eux et nous insisterons au fait que l'éducation sénégalaise doit être gratuite et de qualité. Nous ne sommes pas dans une école privée. Peut-être que dans un établissement privé, on peut demander certaines sommes, et encore, aux élèves. Mais dans un établissement public, ce sont les gourgours qui amènent leurs enfants. Les grands Bosco maudits, ils n'ont pas leurs enfants au niveau de l'école élémentaire ou du moyen secondaire. Absolument. Ils ont leurs enfants au niveau des écoles privées les plus huppées. Donc eux, ils n'ont pas de problème pour payer même 200 000 francs pour la scolarité de leurs enfants. Mais je reviens pour dire que il y a beaucoup de parents qui sont actuellement stressés à cause de l'ouverture des classes. Il faut vous rendre au centre-ville. Moi, j'étais là-bas jusqu'à 19 h. Quand j'ai vu des petits-enfants, leur papa, leur maman, marchant des cahiers, des fourniture, encore très chers, mais ça vous donne les larmes aux yeux. Parce qu'ils ont besoin que les enfants réussissent. Il faudrait que M. le Président de la République se rappelle de son passé. Il a marché, il a grimpé les escaliers pour être ce qu'il est aujourd'hui.
Il n'a qu'à penser à ces enfants qui ont droit à l'éducation et une éducation de qualité. Non seulement les fournitures scolaires, les inscriptions sont vraiment exorbitantes, c'est pas à la portée de tout le monde, mais les fournitures scolaires sont inaccessibles. D'ailleurs, il y a même une commission qui est en train de se réunir, de se plancher là-dessus, pour qu'au moins les fournitures scolaires soient accessibles. Et encore là, nous, en son temps, quand on faisait nos investigations, on a rencontré une autorité de l'éducation nationale, un inspecteur. Il nous a dit carrément qu'ils ont eu à prendre des directeurs d'école en flagrant délit en train de vendre des manuels scolaires. Ah bon? Ça, c'est grave. Oui, c'est très grave. C'est un inspecteur qui l'a dit. Je ne peux pas dire son nom, mais il l'a dit, et moi je confirme ce qu'il a dit. Il m'arrive souvent d'aller en ville, de rencontrer une autorité d'un établissement scolaire qui entre dans un autre truc qui sort. Qu'est-ce qu'il y fait? Si les collectivités locales avaient joué leur rôle, l'État avait joué son rôle pour qu'avant l'ouverture des classes, on rassemble tout ce dont on a besoin en matériel fourniture scolaire, manuel, cahier et autres, on n'en serait pas arrivé là. Mais malheureusement, c'est tout à fait le contraire. Moi, je prends toujours sur l'ancienne école. On ouvre l'école aujourd'hui. Le lendemain et sur le lendemain, vous apportez votre sac et on vous mettait tout le matériel dont vous avez besoin. Peut-être que c'est pas la même chose comme aujourd'hui où il y a pléthore d'élèves. Mais un État doit savoir réfléchir et anticiper sur les problèmes. Quand, en son temps, il y avait 200, 500 élèves, c'est un exemple que je donne. Maintenant, on en a 1000, mais il faut anticiper. Mais il ne faut pas laisser tout sur le dos du parent. Quel est le rôle des collectivités locales? De veiller à la sécurité de l'école, à la propreté de l'école. Quel est le rôle de l'État? Mais de veiller à ce que chaque enfant puisse avoir une scolarité décente. On nous a parlé de tenue scolaire, avec un investissement de plus de 10 milliards pour les artisans. Des tenues qui n'ont toujours pas vu le jour. Justement. Mais est-ce que les élèves devraient payer ces tenues-là? C'est une question que je me pose. Et on aurait l'impression que là où l'État aurait donné par la main droite, il va retirer ça par la main gauche à travers le paiement des tenues. C'est une interrogation que je me pose. En tout cas, on serait vigilant là-dessus. Si l'État a fait des investissements de près de 10 milliards pour la confection de tenues scolaires, il ne saurait être question que les parents d'élèves remboursent ces tenues-là. C'est un investissement qui a été fait par l'État. Et d'ailleurs là, ce n'est même pas la priorité. 10 milliards de tenues scolaires, c'était pour tout simplement apaiser la tension des tailleurs. Mais ces 10 milliards-là devaient servir à approvisionner l'école en manuel, à restaurer certains établissements scolaires, etc. etc. Mais ce n'était pas la priorité. Président, je vous prends au mot. C'est vous qui avez dit que le concept Ubitei Djangatei n'existe que de nom. Pouvez-vous nous en dire plus? Vous avez noté des tares dans ce concept-là. L'école est à la traîne. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites le tour de beaucoup d'établissements scolaires, il y a peu d'élèves qui y sont. Parce que d'une part, certains parents ont crainte que s'ils y envoient leurs enfants, ils seront renvoyés parce qu'ils n'ont pas les inscriptions scolaires. Moi, j'ai toujours demandé aux parents d'amener leurs enfants à l'école. Parce qu'on n'a pas le droit de renvoyer un élève parce qu'il n'a pas de frais d'inscription. Ça, c'est deux. Ensuite, nous sommes pratiquement à la fin de l'hivernage. Beaucoup d'établissements scolaires sont inondés. Mais il ne s'agit pas tout simplement de nettoyer et de faire un lavage à grande eau. Il faut désinfecter et désinsectiser les établissements scolaires. Une école qui est fermée pendant plus de 3 mois, vous balayez, vous nettoyez, vous mettez des enfants. Mais il y a risque d'épidémie, ça c'est clair. Donc, là, sur le plan matériel, les conditions ne sont pas réunies. Et encore là, je reviens pour dire que les collectivités locales, les mairies, n'ont pas joué leur rôle. Il n'appartient pas à l'école, au chef d'établissement, de collecter de l'argent pour nettoyer l'école,
pour désinfecter l'école. Ça, c'est à la charge des collectivités locales. Ils ont failli à leur mission. Ça, c'est un. L'autre aspect, moi je dis et je répète que ce n'est qu'un slogan vide. Parce que toutes les conditions d'une bonne rentrée ne sont pas réunies. Moi, si j'avais à décider, j'aurais renvoyé l'ouverture des classes pour au moins 15 jours. Pour que les autorités compétentes, les directeurs, les chefs d'établissement puissent vraiment cerner tous les problèmes et que l'autorité compétente puisse régler ces problèmes pour que les élèves puissent aller à l'école dans de très bonnes conditions. Mais Président, ça fait plus de 3 ans que le concept est là, donc c'est pas cette année-là qu'on va essayer de trouver des solutions à ce concept Ubbi Tay Jàng Tay. Vous avez bien dit que ça fait 3 ans. Mais ça fait 3 ans également que ça flotte. Absolument. Ça fait 3 ans que ça flotte. Il faudrait que les gens arrêtent de nous taper sur ces slogans-là, Ubbi Tay Jàng Tay. C'est pas possible dans ces conditions actuelles. Il faut le dire. C'est pas possible. Moi, je dis tantôt que j'ai fait 37 ans de métier, mais quand j'ai fait le tour de certains établissements, des classes sont en ruine et qui menacent. Tout dernièrement, c'était Iba Katiba. Et là où j'ai fait au moins 30 ans à l'école élémentaire Idrissa Diop, ex-urbain garçon, où M. le Président de la République a fait ses premiers pas comme instituteur, qui a formé énormément de cadres. Il y a 2 classes qui sont fermées. Et le logement qui est en haut risque de s'effondrer. Parce que c'est un logement colonial qui date de 1904. Et on prend la responsabilité d'y mettre des élèves. C'est un risque. Ils ont pris le risque. Moi, si j'étais le chef d'établissement, j'aurais pris mes responsabilités pour dire que je ne vais pas y mettre mes enfants tant que l'école-là n'est pas réhabilitée. Et encore là, il y a 2 réhabilitations qui se sont passées sous mes yeux. La première, c'était avec l'AGETIP. La deuxième, c'est lors du centenaire de l'école. C'est M. Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances, qui a fait un financement. Mais c'était du tafiangle, comme on dit. Parce que si ces réhabilitations étaient faites de manière vraiment concevable, on n'en serait pas arrivé là. Mais quand maintenant les autorités ferment les yeux, ou font semblant de ne pas entendre, ils prennent le risque d'y mettre des élèves avec tout ce que ça comporte comme risque, c'est à leur grande responsabilité. C'est comme le disait Jules Sagna, une zone inondable. Quand il y a pluie, l'eau a plus d'1 mètre de hauteur. On attend maintenant pour évacuer l'eau. Et là, ça risque de s'effondrer encore. Ça veut dire que il faut que les gens là arrêtent de nous tympaniser, excusez-moi l'expression de ce concept Ubbi Tay Jàng Tay. Le Sénégal est très fort en concept Ubbi Tay Jàng Tay, wala xawma, je ne sais pas, non. On a besoin du concret, et du concret très sérieux. Mais ces slogans vides, c'est pour tout simplement s'en sortir. Mais le concept Ubbi Tay Jàng Tay, moi, personnellement, je n'y crois pas, parce que toutes les conditions d'une bonne rentrée scolaire ne sont pas réunies. Président, comme pour vous appuyer, le proviseur du lycée Malick Sy est sorti pour demander à l'aide. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas bénéficié de nettoiement avant l'ouverture des classes, n'a pas été désinfectée. On voit qu'il y a beaucoup d'insalubrité dans l'école. Et finalement, il est sorti dans la presse pour demander à l'aide, pour qu'on puisse venir l'aider à vraiment mettre l'école au point. Qu'est-ce que cela vous fait, cette sortie-là? D'abord, je vous repose une question. Qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces inscriptions collectées durant l'année scolaire? C'est ce qui m'intrigue. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et là, je crois que même dans certaines classes, c'est 15 000 francs. Multiplié par 1000 et quelques élèves. Le proviseur de ce lycée-là devait d'abord nous faire un bilan financier des sommes collectées et des dépenses effectuées. Mais comme j'ai dit, c'est toute une nébuleuse. Il devait parler d'abord de ça. C'était pas la peine de sortir dans la presse pour alerter. Moi, je lui aurais posé la question, si j'étais autorité, qu'est-ce que vous avez fait des inscriptions? Si on nous dit que c'est pour participer au développement de l'école. Voilà la question.
Donc là, également, ça revient toujours à dire que les autorités compétentes, les mairies n'ont pas vraiment assuré leur mission en ce sens. Parce que, comme j'ai entendu dire, on a élagué des arbres, on n'a pas pu les ramasser, les branches. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. On pouvait les grouper, moi je connais bien le lycée, on pouvait bien les mettre quelque part, les terminer. Mais attendre maintenant qu'on vous apporte des bennes et autres là pour enlever les... Non. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent, des inscriptions, qui pouvaient aider à faire ce petit travail-là en attendant? C'est la question qu'il faut se poser. On sort aussi de l'hivernage. Il y a aussi que les classes doivent être désinfectées et par rapport aux insectes, mais également aux rampants et consorts. Est-ce que cela aussi a été fait? Cela n'a pas été fait. Et ça n'a jamais été fait. Il appartenait aux collectivités locales, aux mairies, de cibler les établissements, tous les établissements d'ailleurs, de prendre contact avec les services d'hygiène, parce que moi j'ai discuté avec eux, de prendre contact avec les services d'hygiène, de leur donner leurs moyens pour qu'ils fassent le tour des écoles pour désinfecter. Parce qu'on ne peut pas nettoyer, même à grande eau, y mettre les élèves comme ça. Non. Il faut désinfecter et désinsectiser. Ça fait deux. Même un établissement peut-être peut le faire avec ses propres moyens. Il peut, par exemple, avec les petits frais d'inscription et autres là, collecter une somme, appeler quelqu'un pour désinfecter les classes. Mais il est risqué quand même d'y mettre des enfants. Moi, je n'ai jamais vu, je ne m'en souviens pas, que le service d'hygiène fasse le tour des établissements pour faire ce travail-là. Est-ce que ce n'est pas aussi discréditer un établissement d'une grande envergure tel que le lycée Malick Sy qui a formé plusieurs cadres ici à Thiès? Reprenez votre question. Je disais, est-ce que ce n'est pas aussi jeter du discrédit sur le lycée Malick Sy, un établissement qui a formé quasiment les plus grands cadres à Thiès? Le lycée Malick Sy, moi j'ai assisté à la construction du lycée Malick Sy. J'étais encore tout enfant, on habitait juste à côté. Tout s'est passé devant moi. Mais c'est un établissement qui est en train de se dégrader petit à petit, parce qu'il n'y a pas de suivi. Il y a énormément de cadres, comme vous l'avez dit, qui sont sortis du lycée, qui pouvaient peut-être participer à la réflexion de l'école. Mais quand l'État courage les bras, eux ici, ils sont obligés de courager les bras. Il ne saurait être question que ces gens-là fassent le travail de l'État. Oui, et même des collectivités locales. Donc moi, je crois que on a comme l'impression que nous allons vers une privatisation rampante de l'école sénégalaise, qui ne dit pas son mot, à travers les fournitures scolaires que les parents d'élèves achètent au quotidien, alors que c'est l'État ou les collectivités locales qui devaient les aider en ce sens. Parce que comme j'ai dit tantôt, il faut penser à ça, c'est 90% des travailleurs de l'informel qui peinent à assurer les 3 repas et qui sont stressés à la veille de la rentrée. L'autre aspect également, c'est que quand il y a des établissements privés à côté, où les plus nantis y amènent leurs enfants, ça prouve nettement que l'école publique sénégalaise est en chute libre. Parce que si c'était une école sénégalaise de bonne qualité, les enfants y seraient encore. Parce qu'en son temps, c'était bon, comme on le dit en wolof, gàcce la woon ngay jël sa doom di ko yóbbu école privée. Gàcce la woon. Sa doom jóge public ñu dàq ko mu dem école privée. Gàcce la woon. Maintenant, c'est l'effet inverse. Pour la qualité de l'enseignement, on préfère amener son enfant à l'école privée. Donc, il faut faire très attention à l'école et aux problèmes de l'école. Et s'y ajoute ces grèves pertinentes des enseignants qui menacent encore. Finalement, moi, je crois que, moi, je dis toujours que c'est tout sauf du syndicalisme. Moi, j'ai fait du syndicalisme, j'ai été responsable syndical. Mais la manière dont ils organisent ces grèves-là, non, c'est pas ça. Vouloir avoir tout de suite, c'est pas possible. Aucun État ne peut le faire. Vous êtes dans un corps enseignant. Vous ne vous sentez pas satisfait de votre salaire, de votre rémunération. Mais vous quittez, vous allez faire autre chose. C'est aussi simple que ça. Mais restez dans le système et imposer à l'État ce qu'il ne peut pas faire. Et l'État également qui promet, qui fait des promesses qu'il ne peut pas assurer.
Moi, j'ai dit non. En son temps, quand il y avait le Sud-Est, où j'ai milité, on nous amenait en négociation. On nous disait carrément, ça c'est possible. Pour telle période, ça c'est pas possible. Et nous, en tant que responsables, on passait. Mais aujourd'hui, on voit des grèves. Par exemple, l'école peut entrer en grève de novembre à janvier, avril. Ensuite, on dit il faut qu'on sauve l'année scolaire. Au lieu de respecter le quantum horaire, finalement, les élèves vont bénéficier que de quelques heures pour aller faire des examens avec des résultats catastrophiques. Donc, il y a lieu pour SOS Consommateurs, mais également l'association des parents d'élèves, de s'ériger en bouclier contre ça. Parce que, naturellement, Président, c'est l'éducation sénégalaise qui en pâtit. Moi, je dis qu'un État doit être toujours responsable. Le droit à la grève est reconnu mondialement. Mais des grèves extrémistes, tout de suite, c'est pas possible. Aucun État ne peut le faire. En France, quand il y avait comment dirais-je, les raffineries et autres là qui faisaient la grève, mais l'après-midi, après la responsabilité de les réquisitionner, l'État a une arme, si je peux l'appeler ainsi. Quand vraiment on sent que c'est au détriment des populations, vous faites la réquisition. Terminé, que ce soit à l'école, que ce soit à la santé. Mais comme vous avez dit tantôt, c'est pas du syndicalisme. Moi, je dis encore, je répète que c'est pas du syndicalisme. Et ils disent que il vont rattraper l'année scolaire. Non, soyons sérieux. Un enseignant qui s'absente pour 3 jours, pour raison de santé ou autre, s'il ne fait pas attention, aurait des difficultés pour combler ces 3 jours. Il aura des difficultés. Maintenant, s'il y a un syndicat qui fait une grève 2 mois, la vérité, on n'a pas sauvé l'année, mais on a bricolé l'année. On a bricolé des résultats. Et ça se ressent sur le niveau des élèves. Ça c'est clair. Parce que le niveau du BFM ou du bac en son temps, mais était beaucoup plus porté que ce niveau-là. Mais certains profs, ils font des polycopes, ils distribuent ça aux élèves, ils vont faire du harmat dans les écoles privées, où les résultats sont meilleurs. Pourquoi? Certains syndicalistes sont en train de saboter l'école. Je pèse bien mes mots, ils sont en train de saboter l'école. Et il appartient maintenant à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que chaque année grève pour avoir un surplus. Moi, j'ai dit à des anciens élèves, si vous demandez des indemnités de logement, même à 1 million de francs CFA, le jour où vous irez à la retraite, ces 1 million de CFA d'indemnités de logement vont sauter. Il faut se battre pour que vos indemnités d'enseignement soient rehaussées. Vous en bénéficiez en activité et pendant votre retraite. Et comme j'ai dit tantôt, moi, si je suis dans un corps où je ne me sens pas à l'aise, matériellement, financièrement, mais je fais un concours et je quitte. Mais ce n'est pas la peine de prendre l'État en otage, de prendre les parents d'élèves en otage et de faire du taf-yengel pour nous dire qu'on a... Non, on n'a jamais sauvé l'année, on a bricolé les années scolaires. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Voilà, je réaffirme que nous avions en face M. Siré Balé Diallo, président de SOS Consommateurs Antenne Thiès, mais également secrétaire général de l'association au niveau national. Oui. Voilà, président, merci. Un mot à l'endroit de tous les consomméristes, mais également un mot à l'endroit de ceux que vous suivez sur les antennes de la Dépêche TV. Bien, moi je vous remercie. Je vous remercie encore une fois. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Nous, comme j'ai dit tantôt, nous ne sommes pas une association de consommateurs de salon. Ça fait 1 mois, nous avons été à Kaffrine, Malem Hodar, Koungheul, pour monter là-bas une antenne, une cellule. Donc, on est en train de nous massifier. Et comme je le vois, les populations commencent à prendre conscience du mouvement consumériste. Et quel mouvement consumériste? Et quel mouvement consumériste? Moi, j'ai fait un temps dans une certaine association de consommateurs. C'est pour raison de crédibilité que j'ai quitté. Et je me sens vraiment à l'aise au niveau de SOS Consommateurs. Franchement, vraiment à l'aise. Nous sommes pour les populations. Nous ne sommes pas pour un État. Nous ne sommes pas pour des postes ministériels ou autres. Nous sommes pour le bien-être, la protection et la défense des consommateurs. Parce que justement, nous en faisons une mission divine.
Voilà, merci amis Merci. téléspectateurs. On avait donc président Sile Balé Diallo. Merci de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.